Voilà, madame, monsieur, bienvenue à la maison des esclaves. La maison des esclaves qui a été construite en 1776. C'est donc sans doute pour cette raison que généralement il est admis que la maison des esclaves avait bien fait partie des toutes dernières. Les plus anciennes avaient été construites en 1536, époque portugaise. Les Portugais avaient été les premiers Européens à venir à Gorée à partir de 1444. Dans cette maison, 150 à 200 esclaves, hommes, femmes, enfants, séparés de cellules selon le sexe et l'âge. La durée de l'attente pour les esclaves avait été très longue, c'était 3 mois, voire 3 mois et demi. Il n'y avait alors que les voiliers comme moyen de transport. Et ils partaient le plus souvent sous un numéro matricule. Mais une fois dans les plantations aux Amériques, alors ils se choisissaient, on leur attribuait tout simplement les noms ou les prénoms de leurs nouveaux maîtres. Aux États-Unis, les esclaves eurent des noms ou des prénoms anglo-saxons. Brésil, des noms ou des prénoms portugais. Cuba, des noms ou des prénoms espagnols. Antilles françaises ou Haïti, naturellement, des noms ou des prénoms français. Et parce que séparés à l'époque, les esclaves, finalement, n'avaient alors été de la manière suivante. À droite et à gauche, en bas, c'était les cellules des hommes. Et droit devant, nous avons l'exemple typique de cellules pour hommes. Dans cette cellule de 2,60 m, sur 2,60 m à l'époque, il y avait 15 à 20 hommes. Tous étaient alors assis par terre, tout autour du mur, adossés au mur, les chevilles enchaînées. Ils n'avaient été libérés de leur chaîne qu'une fois par jour, juste pour leur permettre de manger ou d'aller aux toilettes. Les toilettes des hommes, qui alors à l'époque se situaient donc à l'extérieur, c'était généralement sur le quai. Dans le prolongement, à l'angle B à gauche, vous verrez la cellule des enfants, où le taux de mortalité fut le plus élevé. Une petite cellule prolongée par un couloir qui conduit jusqu'au fond. Ils y avaient alors ces enfants couchés à même le sol, torse nu, serrés comme des sardines dans une boîte. Ensuite, les jeunes filles. Elles avaient été choisies pour la qualité de leur sein. Les marchands d'esclaves n'avaient donc fait que s'inspirer de la coutume africaine, qui n'avait reconnu les jeunes filles vierges qu'à partir de la fermeté de leur sein. C'est dire donc que toute jeune fille dont les seins n'avaient pas été suffisamment fermes avait été considérée comme ayant perdu sa virginité et mise du côté des femmes. La vente elle-même avait fini par revêtir la forme d'un troc. Et du point de vue troc, un enfant n'avait été échangé que contre un petit miroir. Un homme de plus de 60 kilos. Oui, 60 kilos, c'était donc le poids minimum exigé pour les hommes. Alors un homme de plus de 60 kilos avait donc été échangé au même prix, ou à égale valeur qu'une jeune fille considérée comme vierge, l'équivalent d'un baril de rhum ou d'eau de vie. Quant à la femme, elle avait été vendue 4 fois moins cher. Et tout de suite après, ce sera la cellule des inaptes temporaires, les hommes de moins de 60 kilos. Tous les hommes qui, à cette époque, arrivaient ici avec un peu moins de 60 kilos, étaient systématiquement installés dans la cellule pour l'inapte temporaire, à l'effet d'y être engraissés comme du bétail. Mais engraissés à l'aide de fèves de marais, cette espèce de haricot connu ici au Sénégal sous l'appellation de niébé, souvent additionné à de l'huile de palme. Au bout de 3 mois à 3 mois et demi, ce qui à cette époque avait alors bien correspondu à la durée de l'attente pour les esclaves. Ceux qui malgré tout n'avaient pas augmenté de poids, au point d'atteindre les 60 kilos, ne partaient plus pour les Amériques. Cependant, cela n'avait pas fait d'eux des hommes libres pour autant, car même s'ils n'avaient pas atteint 60 kilos, ils étaient alors bien demeurés toujours des esclaves. On les avait simplement vendus moins cher, pour servir en qualité de domestiques. En dessous, les escaliers étaient les récalcitrants, ceux qui se rebellaient ou qui tout simplement refusaient d'obéir. Pour les punir à cette époque, ils avaient donc été enfermés dans cette cellule, en dessous des escaliers. Et les gardiens n'avaient pas eu à se préoccuper outre mesure de savoir combien d'esclaves pouvaient alors se contenir dans une cellule comme celle-là. Leur seule préoccupation ayant été de pouvoir tout simplement refermer la porte après les esclaves. À droite, c'était la même chose, également une cellule pour les récalcitrants.
Mais la différence, ce sont bien deux fenêtres que vous verrez sur les côtés, mais qui datent de 1848. Année de référence de l'abolition de l'esclavage en France et dans les colonies françaises. La date exacte avait été le 27 avril 1848. C'est précisément à cette date-là qu'avait été alors signé le décret d'application. En entrant à la maison des esclaves, madame, monsieur, tout le monde a vu la porte du milieu, donnant forcément sur la mer, et que nous appelons porte du voyage sans retour. Lorsqu'ils partaient les esclaves, c'est bien par ce couloir qu'ils avaient été acheminés vers les bateaux. Chaque fois que l'un d'eux avait alors franchi la porte vers la mer, pour l'esclave, c'était adieu l'Afrique. Passé la porte, il devait monter sur un petit pont construit à l'aide du bois de rognier, le bois de palmier que vous verrez soutenant le plafond. Le pont alors avait permis aux esclaves de passer tout bonnement de la maison à bord de petites barques qui forcément venaient les chercher pour les amener vers les bateaux amarrés un peu plus loin. En allant vers la sortie, deux couloirs à droite et à gauche. C'était la salle d'attente pour les esclaves en naissance de départ. Le tout dernier couloir de droite et de gauche, celui-là même qui comporte de petites fenêtres donnant sur la mer, avait été celui des gardiens. Souvent choisis parmi les esclaves, mais dont la présence avait fini par être parfaitement inutile. Ils partaient alors enchaînés à partir des chevilles, deux à deux, avec accroché au milieu de la chaîne une boule. Elle était en fer et pesait 10 kg, 300. C'est vous dire donc que finalement, chaque fois que l'un d'eux avait alors tenté de s'évader en se jetant à la mer, alors il avait coulé immédiatement, entraîné par le poids de la boule, et était mort noyé. Et du fait même de tous les malades que l'on avait eu à jeter à la mer. Il y a donc que toute cette partie de la côte avait été envahie par les requins. Oui, comme quoi les esclaves à l'époque finalement n'avaient eu aucun moyen de s'évader. Et cela avait duré 350, voire 400 ans, avec au bout 15 à 20 millions de Noirs, qui alors provenaient essentiellement de toute la côte ouest atlantique, mais qui à partir des côtes ouest africaines avaient été à cette époque amenés aux Amériques, États-Unis, Brésil, Cuba, Haïti, Antilles et Caraïbes. 6 millions moururent de privation ou de mauvais traitements. C'était forcément les meilleurs qui partaient, évidemment parce que tous issus de la sélection, et la sélection à cette époque avait exclu d'office malades et vieillards. A noter également au passage que finalement ce n'est donc pas uniquement à partir de cette île de Gorée où l'on avait eu embarqué des esclaves à destination des Amériques. Il y avait alors forcément eu d'autres endroits, mais surtout disséminés tout le long de la côte ouest atlantique. Par exemple les forts d'Elmina et de Cape Coast qui se trouvent au Ghana. La même chose avait alors existé du côté du Bénin. C'était alors essentiellement tout le long de la côte, le Ouida. Également au Nigeria, Lagos et Badagry. Non loin de nous, la Gambie, à James Island. Le fait donc est que petit à petit, l'île de Gorée, tout simplement, avait fini par prendre le pas de l'importance. Sur tous les autres centres de transit, cela du fait même de sa position géographique. Car cette île est bien l'endroit le plus proche des côtes américaines. L'étage avait été alors réservé pour servir de logement pour les marchands d'esclaves. Étant donné sa proximité, la grande question aujourd'hui, c'est qu'on pourrait se demander comment, oui, comment, à cette époque, avaient-ils pu ces marchands s'organiser pour vivre si près avec tous les esclaves en bas. Et il y a par ailleurs que finalement, les Européens n'avaient alors pas été les seuls à s'être occupés de la vente d'esclaves noirs. Parce qu'il y a qu'avant la traite atlantique, qui elle avait été organisée par les Européens à destination des Amériques. Une autre l'avait précédée, par conséquent beaucoup plus ancienne, mais dont malheureusement on ne parle pas beaucoup, la traite des Noirs par les Arabes. Elle s'était alors bien trouvée localisée du côté de l'Afrique de l'Est, entre les 11e et 15e siècles. Le grand port d'esclaves avait été alors Zanzibar. Si bien que les esclaves traités à partir de Zanzibar avaient alors eu pour destination finale l'île Maurice, l'île de la Réunion, Madagascar, l'Égypte et même l'Asie. Toujours s'agissant de la traite des Noirs par les Arabes, il y avait bien eu la transsaharienne, qui, elle, avait duré du 7e siècle au 19e. Mais pour terminer, Madame, Monsieur, il y a qu'aujourd'hui la maison des esclaves est sans nul doute un nouvel espace d'expression de la démocratie et des droits de l'homme. Mais justement, pour garder cette vision, elle se doit, cette maison, d'être pour toujours un lieu de célébration de la réconciliation entre les peuples. Merci d'être venu.